Alors Jacques, pour toi le tantra en 2025, ça représente quoi? Ah, le tantra en règle générale ou le tantra dans ma vie? Les deux. Les deux. Ouais. Alors, en 2025, c'est presque le temps des bilans. Et je dois dire, pour moi, à titre personnel, que ça a bien rempli ma vie, Mhm. que ça remplit toujours ma vie, et que c'est une aventure extraordinaire. C'est une porte à l'amour, une porte à la compréhension de l'autre, une porte à la connaissance de moi-même, incroyable. Avec l'appui toujours quand même d'une petite psychothérapie sous forme de supervision qui mette du sens à ce que je peux vivre, mettre en place quand il y a besoin. C'est extrêmement riche. Mhm. Alors, sur le plan, je dirais, plus commun, qu'est-ce que le tantra en 2025? Je me souviens que lorsque j'ai commencé à vivre des stages en tant que participant de Tantra, on était une trentaine et il y avait, allez, quatre animateurs, deux, trois, quatre animateurs en France. Et puis quand on a commencé à animer, Marisa et moi, en 1996, on était, allez, six, sept animateurs en France. Aujourd'hui, c'est pléthore. Et il y a des groupes qui sont bien fournis, d'autres moins. Mais en tout cas, il y a plein de propositions de tantra en France et dans le monde. Et ça montre à quel point la tache d'huile grandit, grandit encore. Et il y a des raisons. C'est que c'est évident que le tantra est une belle expérience sur le moment, mais le tantra, c'est aussi une transformation de sa vie, un autre regard sur soi, l'autre, le grand tout, c'est un chemin de conscience. Mhm. Donc moi je suis ravi de voir la- le développement du tantra dans les pays occidentaux. Mhm. Et alors justement, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le tantra? Quel a été le premier contact? Qu'est-ce que tu en as pensé de prime abord? Et comment t'as cheminé petit à petit vers l'animation de Ouais. stage? Oula, alors ça remonte à très loin, puisque mon premier contact avec le tantra euh, n'était pas dans le cadre du tantra. Mhm. À l'âge de, allez, je dirais 20 ans, je suis tombé amoureux d'une jeune femme, 16 ans. Et elle était tombée follement amoureuse de moi, au point que le soir, elle faisait le mur de chez ses parents, elle venait dormir chez moi. Mais il y avait un petit hic, c'est que cette femme, euh, elle était vierge et mineure, 16 ans, et puis elle était coincée, elle avait des problèmes psychologiques liés à sa famille, liés à, bon, je ne sais pas trop, mais bon, parce que ça fait très longtemps, hein, je n'ai pas fait sa psychothérapie. Toujours est-il qu'elle est venue pendant longtemps, hein, peut-être 6 mois, quasiment tous les soirs chez moi, et on n'a jamais fait l'amour. Mais on dormait à poil, l'un contre l'autre, et c'était magnifique. Et à l'époque, je pratiquais déjà la méditation que je continuais à pratiquer, et donc le désir était très fort, et c'était très frustrant d'avoir ce corps, cette énergie, cette douceur, cette sensualité, mais ne pas passer à l'acte. Et je me l'interdisais et elle ne pouvait pas. Mhm. Et donc mon recours était de méditer lors de nos rencontres. Et je dois dire que la puissance du désir avec l'intensité de la méditation m'ont fait voyager dans des extases absolument extraordinaires. Vraiment, Mhm. vraiment, vraiment, hein, c'est un souvenir magique. Et puis la relation s'est finie. Moi, à la fin, j'étais trop frustré. Je ne pouvais plus. Et bon, elle était aussi dans des histoires de famille très, très rudes. Elle a disparu de la circulation. J'étais très en manque, très torturé pendant un temps. Mais bon,
Je me suis remis, bien sûr, et cette expérience a été très fondatrice. Bon, j'ai fait une psychothérapie personnelle, j'ai entrepris une formation de psychothérapeute, j'ai eu des tas d'autres femmes entre ce moment et puis le jour de ma rencontre du Tantra. Et toujours est-il que bon, ça a été une période de vie de transformation par la psychothérapie et puis par tout ce qui se passait dans ma vie. Et que je me suis rendu compte qu'à la fin de ma formation de psychothérapeute, qui avait été géniale, hein, ça a été une très très bonne formation, mais il y avait un hic, c'est que la sexualité n'avait pas été vraiment travaillée. Elle avait été évoquée, bien sûr, mais vraiment travailler la sexualité, non. Et dans, je ne sais plus à quelles circonstances, est-ce que c'est un tract, est-ce que c'est un conseil, enfin, j'ai eu vent de stages de tantra animés par Margot Anand. Et donc, je me suis inscrit à mon premier stage de tantra avec ce besoin intense, bon, et de travailler ma sexualité sur le plan psychothérapeutique et spirituel. Pour moi, de lier les deux était fondamental. Et même si j'étais un petit peu séducteur, un peu donjuan à l'époque, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'en donner, j'avais besoin d'en recevoir. Donc, pour moi, si j'analyse ce passé, je dirais que j'avais besoin de ces trois paramètres. Le corps avec le désir, la sexualité, les sentiments, et puis la spiritualité, du sens. Et bien, lors de mon premier stage de Tantra avec Margot Anand, j'ai revécu pendant le stage et après le stage l'intensité de ce que j'avais vécu avec cette jeune femme qui s'appelait Bérénice. Et donc j'étais ravi, j'avais trouvé un truc qui me remettait au niveau d'intensité amoureuse, de désir, de sublimation, de regard sur... mon regard était rempli de désir par rapport à la vie avec un grand V. Voilà, ça a été ma première rencontre. Et lors de la premier stage aussi, et lors de cette série de stages, puisqu'il m'était engagé pour 3 stages, j'ai rencontré Marisa Ortolan, avec qui on a créé Horizon Tantra. On a animé pendant 20 ans des stages de Tantra ensemble. Voilà, c'est mon histoire. Tout s'est connecté très vite. En fait. Oui, c'était comme si les choses s'enchaînaient. Bon, et puis on était plein de créativité, plein d'appétit, plein de connivence, plein de complicité. Et donc, on a créé un cursus qui était super. Hein, alors, il y avait 6 stages, plus stage d'initiation, de massage, enfin bon, bref, plus les réveillons tantriques. On a fait jusqu'à 24 stages, animé 24 stages par an. Ce qui est énorme, un week-end sur 2. Ouais. Mais qu'est-ce qui... Parce que bon, beaucoup de personnes passent par des stages. Tous ne vont pas devenir animateurs de tantra. Quelle était chez vous cette flamme, qu'est-ce qui a déclenché ce truc de dire on y va, on va animer, on va créer un cursus, on va monter notre propre programme? Ça a été un challenge, un jeu au départ, hein, c'est-à-dire que bon, j'étais psychothérapeute, j'avais même lancé mon cabinet qui avait peiné pour commencer. Et j'avais de la clientèle. Et j'avais une trouille énorme. C'était le passage à l'acte avec ma clientèle, avec les femmes dans ma clientèle. Je veux dire que ça ne m'est jamais arrivé, je suis plutôt fier de ça. Hein. Et je voulais vraiment travailler ma sexualité, mes enjeux, qu'est-ce qui faisait que, et bon. Et en même temps, j'avais envie de transmettre, et j'étais psychothérapeute. Donc l'idée nous est venue, à Marisa et à moi, ensemble, je ne sais pas, mais de lancer des soirées. Alors sur Toulouse, parce que j'habitais Toulouse à l'époque, et sur Montpellier, parce que Marisa habitait à Montpellier.
Donc un week-end par mois, j'allais à Montpellier pour animer une soirée tantra. Et une soirée par mois, elle venait à Toulouse et on animait le même programme. Si bien on s'est fourbi des armes, on a pu sentir notre connivence et notre pertinence et notre bon huilage à animer ensemble. Et très vite, hein, au bout d'un an et demi, 2 ans, je ne sais plus, on a commencé à animer des stages. Et on a continué dans la foulée. C'est-à-dire qu'il y avait un pool d'animation régulier dans la région Bordeaux-Toulouse et un autre dans la région Montpellier-Nîmes. Et on avait, au début, 7-8 personnes, 8-10 personnes à Montpellier, 8-10 personnes à Toulouse. Et puis il est arrivé un moment, on travaillait tellement, en termes de temps, hein, c'était pas vraiment non plus de l'intensité, on s'éclatait. Mais entre la clientèle en psychothérapie, en individuel, les thérapies de groupe que l'on faisait et les 2 week-ends, bon, on s'est retrouvés submergés. Donc on a arrêté la thérapie individuelle. D'abord, on a arrêté les groupes de thérapie, ensuite la thérapie individuelle, et on s'est consacré au tantra en réunissant les 2 groupes. Et ça a marché extraordinaire, quoi. Ça a été accueilli tout de suite. Ah oui, Ouais. mais la progression, ça a été premier stage 6 personnes, deuxième stage 8, troisième stage 12, et puis 20, et puis on est allé jusqu'à 60-66 participants. Et faire le même programme 2 week-ends de suite. Le cycle A et le cycle B. Bon, c'était incroyable. On bossait, mais en s'éclatant, et avec du succès et beaucoup de gratification, parce qu'on voyait que ça marchait. On voyait les gens qui arrivaient, qui repartaient transformés. Et ça, c'est une belle aventure, quoi. Ça a été avec des clins d'œil du destin qui me faisaient très chaud au cœur. Et en termes de communication, à l'époque, on n'est pas... Enfin, maintenant, le développement personnel, il y en a partout. Effectivement, le tantra aussi, il y en a partout. Et la communication, à l'époque, c'était juste du bouche à oreille ou quels étaient les réseaux que vous pouviez contacter? Alors, à l'époque, on prenait toutes les coordonnées. Internet était quasiment pas, hein, à l'époque. Hein. Et donc, c'était des mailings, des distributions de flyers, en début d'année, on avait pris une secrétaire au bout d'un moment, on avait 1500 personnes dans notre fichier, on passait un après-midi entier à 3 à plier, mettre dans des enveloppes, faire des timbres à la machine par la poste. Et puis, il y avait le bouche à oreille, ça c'est indéniable. Hein. Ça c'est probablement la meilleure clé de communication. Alors, ça a commencé d'abord par des stages dits mixtes, c'est ça? Oui. On mélange hommes et femmes. Oui. Et puis est venue cette idée de séparer, entre guillemets, de faire un stage que avec des hommes, que avec des femmes. Quel est l'intérêt de ça? Alors d'abord l'historique. Donc avec Marisa, on a créé tout un programme échelonné sur une année de stages de tantra mixte, hommes et femmes. Pour moi, le tantra, c'était la relation homme-femme, c'était la rencontre avec tous ces enjeux, que ce soit déjà l'image, la séduction, et puis tout ce qui va ensuite jusqu'à un partage, soit de tantra, soit de sexualité dans la vie perso. Je fais cette parenthèse que dans les stages tantra mixtes, ok, on travaille la sexualité, mais au moins dans les stages que j'ai animés pendant 20 ans, il n'y avait pas de passage à l'acte sexuel, pas de zizi dans zézette. Il pouvait y avoir des massages, des touchés, etc., mais ça n'allait pas plus loin. Et Marisa s'est rendu compte que les femmes avaient besoin de se retrouver entre elles et
Elle a créé le premier tantra femme, à ma connaissance, en France. Et moi, j'avais les pétoches de me retrouver face à des hommes. J'ai eu un frère, j'ai eu des copains qui ont été jaloux, j'ai été... bon, j'étais comme une partie de ces hommes qui viennent en séminaire tantra homme, avoir peur de me retrouver entre hommes, quoi. Moi, j'étais un homme à femme, j'étais pas un homme à homme. Et donc, Marisa me pressait de faire un tantra homme en vis-à-vis. Et au bout d'un an et demi, je crois, j'ai dit OK, banco. Et je me suis retrouvé avec 6 premiers participants, un premier tantra homme, où je peux te garantir que j'avais les pétoches. Je me disais, mais les propositions que je vais faire, comment vont-elles être reçues? Est-ce qu'ils ne vont pas partir? Est-ce qu'ils vont pas... Il y avait des bons copains, il y avait des amis parmi c'était un gros pari. Et ça a été magnifique. Je me rappellerai du premier toute ma vie, avec des problèmes un moment de stress intestinaux le premier jour. Ça avait vraiment remué. Mais ça a été magnifique. Et puis il y a eu le deuxième, le troisième. Et puis très vite, animé des gros stages avec un nombre important d'hommes. Et quand à chaque début de stage, mais tu sais bien, parce que tu viens en tant qu'assistant, quand on se retrouve face à cette salle remplie d'hommes qui en veulent, quoi. C'est pas des gentils, ça peut être des hommes qui ont des couilles, quoi. Et j'adore ça. C'est une belle aventure. Et puis ce qui est génial, c'est de les voir arriver. Alors ils ont, même si c'est des baraques et des hommes virils, plutôt guerriers pour certains d'entre eux, de les voir avec cette petite flamme d'appréhension, de peur, là, où est-ce que je suis tombé, qu'est-ce que je viens faire, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Exactement, et puis les voir repartir avec une fraternité, se prendre dans les bras, et après avoir vécu une aventure initiatique extraordinaire. Vraiment, je pèse mes mots, hein, c'est la fierté de ma vie, c'est très basé sur ce tantra homme, et de voir qu'il y a eu quand même peut-être 3000 hommes qui sont, peut-être plus, qui sont venus dans mes stages. Waouh, super. C'est vrai que c'est une aventure incroyable. Mais bon, en même temps, je ne peux pas en prendre toute la gloriole. Je remercie le grand tout, la source, de m'avoir mis à cette place, parce que j'ai la compétence. Je peux avoir aussi une belle énergie, bon, ok, mais c'est jamais gagné d'avance. Quelquefois, il y a des difficultés. Heureusement, avec l'équipe, hein, on arrive à driver, et puis il n'y a jamais eu de drame, d'accident, de folie, de pétage de plomb. Non, jamais. Mais bon, il faut dire que le cadre est là. On va parler du cadre juste après. Je voulais juste d'abord voir pour toi et Marisa, quelle était justement cette nécessité d'avoir ces 2 stages en parallèle en fait. Alors, le tantra homme et le tantra femme. C'est une très très bonne question. À mes 17 ans, j'avais une question majeure qui me tarabustait, c'était qui suis-je? Et je crois que qui ne s'est pas attelé sérieusement avec ses tripes à répondre à cette question passe à côté de sa vie, au moins en partie. Hein. Et donc, moi à 17 ans, je me posais cette question et je ne trouvais pas de réponse, je trouvais des angoisses, pas possible, j'étais bloqué. Et puis est arrivé un temps où, bip, j'ai compris. Qui suis-je? Très très mauvaise question. C'est-à-dire que le qui suis-je, on a une réponse de l'intérieur par la connexion. On n'a pas de réponse mentale. Et lorsque j'ai formulé
cette question, de cette manière, enfin le sens de ce vide, de ce besoin de savoir qui j'étais, quand je l'ai formulé, qu'est-ce que je suis? À ce moment-là, les réponses sont venues. Ben, je suis un homme, je suis psychothérapeute, je suis le fils de, je suis bon. Mais en même temps, on est d'accord, ce ne sont que des étiquettes. pots, voilà, que des pots sur l'oignon. Il faut creuser beaucoup plus loin pour se connecter à qui suis-je. Mais c'est très rare que l'on se connecte à qui je suis, qui je hais, je dirais, sans avoir fait un travail préalable, sans avoir connecté, ne serait-ce que ça, d'avoir dissocié le qui suis-je de qu'est-ce que je suis, ça a été un pas énorme. Et donc, les femmes se posent les mêmes questions que nous. Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Et nous, les hommes, ben, on se pose cette question, censément, qui suis-je? Et qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Est-ce qu'un homme, c'est être ce gars qui va tous les soirs en boîte et qui fait la bagarre à la sortie? Est-ce que qui boit comme un trou, qui s'envoie en l'air avec des filles à tout va, etc. Bon, c'est évident que non. Mais qui je suis? Qu'est-ce que c'est que je suis? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Eh bien, à l'époque, dans les époques anciennes, il y avait des initiations qui étaient proposées aussi bien chez les Grecs, les Romains, même au Moyen-Âge. Bon. Et ces initiations avaient comme particularité eh bien, d'amener à se connecter à une part de soi. Et ces initiations étant disparues, n'ayant plus cours au moins dans les milieux communs, j'ai eu l'idée sans l'aide de Marisa, on ne connaissait pas le programme de l'un de l'autre au début, et puis on s'est retrouvé avec des choses qui correspondaient, qui faisaient écho, il y a eu des petites transformations d'un côté ou de l'autre, et toujours est-il que j'ai la prétention de dire qu'un homme qui fait le tantra homme en se posant la question « qui suis-je ?» va pas avoir toute la réponse, parce que la réponse, c'est un chemin, c'est un voyage, c'est une aventure, c'est l'aventure de la vie, en fait. Mais au moins, il va sentir à l'intérieur de lui des réponses encourageantes sur sa nature. La nature de l'homme, c'est quoi? Ben, la nature de l'homme, c'est du masculin allié à du féminin. La nature de la femme, c'est quoi? C'est du féminin allié à du masculin. On est le fruit de l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule, homme et femme. Alors, ce qui est dommage, c'est que le masculin a des caractéristiques un peu particulières, qu'on peut retrouver sous les formes des 4 archétypes, le père, le guerrier, l'amant et le sage. Et la femme a des archétypes équivalents, plus la Vierge, plus la Sainte. Bon, toujours est-il que le féminin manifeste les femmes manifestent leur masculin d'une manière différente de l'homme. Les hommes manifestent leur féminin d'une manière différente de la femme. Et ce qui est dommage, et qui pour moi est un écueil dans nos sociétés, c'est que les hommes confondent homme et masculin. Les femmes confondent femme et féminin. C'est-à-dire que les hommes prennent l'identité, au départ, je dirais, de caricature du masculin. Je me rappelle dans les cours d'école que j'ai pu fréquenter quand j'étais tout petit, je voulais être un gros dur. Voilà, c'était être quelqu'un, quoi. Et je connais beaucoup de copines qui me disaient que quand elles étaient filles, elles étaient beaucoup dans être maman, comme maman, la poupée, etc. Alors c'est 2 caricatures extrêmes que je présente, mais ça fait partie de notre nature, hommes et femmes,
Et l'important pour moi, c'est de décoller les caractères du masculin de l'identité de l'homme, de l'identité de la femme, et les caractéristiques du féminin de la même manière. De manière à se trouver soi, à être dans une pleine possession des archétypes du masculin, et en même temps être à l'aise avec le féminin à l'intérieur de soi, de manière à vivre une vie en harmonie aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Alors que là, je suis peut-être bavard, hein, mais je continue, les hommes, pour la plupart, quand ils viennent en stage en tout cas, mais j'en connais bien d'autres en dehors des stages, sont plus à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes. Les hommes, les jeunes, ou alors sur un terrain de football ou dans les gradins de rugby, oui, ça, ils peuvent être solidaires. Mais des rapports complets entre hommes, c'est-à-dire avec de la sensualité, je ne parle pas de sexualité, sensualité, tendresse, contact de corps, etc., les hommes en ont très peu. Et il y a eu des progrès de fait depuis plusieurs dizaines d'années. Mais à une époque, c'était étonnant comme les hommes étaient friands de compliments qui gonflaient l'ego et avaient très peur de déclarations de sentiments. Dire dans un café à un homme « je te trouve beau », regarde, qu'est-ce que t'as, tu me dragues. Bon, il y a quelque chose qui fragilise l'identité de l'homme lorsque son féminin est interpellé. Eh bien, le travail dans les tantras hommes, eh bien, c'est d'aller chercher le féminin, de l'allier au masculin, et puis d'être un homme complet. Avec son chemin devant soi, sa route, son exploitation, son exploration de son destin. Oui, c'est plus l'idée d'aller justement explorer ces archétypes en évitant justement les caricatures. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, les caricatures, bon, il suffit de regarder le monde et bon, on ne veut pas répéter ça. C'est même ce qu'on veut éviter. Mais donc pour revenir à la première partie de la question, c'est voilà, cette nécessité que vous avez fait émerger, Marisa et toi, de faire les deux stages en parallèle. Oui. Voilà. Oui. Quel était parce que ces deux stages auraient pu se passer à des dates différentes, et voilà. Mais pourquoi ce besoin, cette envie que les deux se fassent en parallèle? Eh bien, de manière... Alors, il y a un ensemble de raisons, mais ce que je vais dire là donne un petit peu de compréhension au pourquoi. Être entre hommes et avoir un groupe de femmes à côté, mais ne pas avoir accès à ces femmes, eh bien, ça permet de sentir à l'intérieur de soi, pour certains, de la frustration, le désir, leur manière de relationner ou d'essayer de relationner, sans qu'il y ait de vrai contact. Puisqu'on demande à ce que même les couples dans la vie, hommes et femmes, ne dorment pas ensemble, ne mangent pas ensemble. Par contre, lorsqu'ils se retrouvent lors du rituel, parce qu'il y a un rituel à la fin où les hommes rencontrent les femmes, bon, c'est magnifique. Et ils sont avec ce regard de complétude qu'ils n'ont pas forcément en arrivant. C'est-à-dire que les rôles, les places dans le couple se remettent, s'articulent un petit peu différemment. Alors, dans les premiers temps des tantra hommes, tantra femmes, il y avait une fête après un rituel le samedi soir. Et il y avait des femmes, particulièrement des femmes qui avaient été blessées par les hommes, des femmes qui étaient encore dans leur travail, ne souhaitaient pas voir ces hommes. Et c'était devenu presque une fête drague. Et on a souhaité arrêter ça. Donc cette fête du samedi soir n'existe plus dans les tantra hommes actuels. Et le travail a été creusé encore plus de manière
qu'il y ait une réconciliation entre hommes et femmes. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été blessés, entre autres par leur mère, et ça c'est important de le dire. L'inceste affectif, ça existe. Il y a besoin de nettoyer ce terrain de base qui vicie complètement l'expression du masculin de l'homme. Et bien sûr, il y a des tas de femmes qui ont été violées, abusées, incestées, et que, elles ont besoin de nettoyer pleinement ça avant de retrouver les hommes. Et donc, le programme actuel est fait en sorte que il y ait un nettoyage personnel et de groupe des enjeux collectifs de ces deux mondes, frères et sœurs, qui peuvent être ennemis, mais qui sont faits pour être complètement complices, et être amoureux. Alors tu évoquais cette histoire de drague, justement, ça me fait penser au cadre, tu l'as évoqué tout à l'heure, le cadre dans lequel sont posés les stages. Est-ce que tu peux nous parler de ces cadres et de leur nécessité? Bien sûr. C'est le b.a.-ba. C'est quelqu'un qui vient en stage, s'engage devant tout le monde à respecter différentes règles, le respect de soi, le respect de l'autre. Alors quand je parle de respect de soi, c'est pas de respecter la culture ou l'éducation. C'est-à-dire que on demande à ce que les propositions que nous faisons, nous le staff, soient goûtées par chacun. Et si ça ne va pas, eh bien de dire oh, j'arrête, ou encore mieux, de demander l'assistance des assistants qui vont aider à comprendre le pourquoi de ce rejet. Très souvent, il y a un traumatisme derrière. Donc c'est hyper intéressant que chacun s'engage au respect de soi et au respect de l'autre aussi. De ne pas laisser parler juste l'a priori. Absolument. Et puis d'être très à l'écoute des réactions d'un partenaire qui peut à un moment donné c'est pas grave, il est là pour que je travaille avec lui, je fais ce que je veux. Non, on dirait que ça a l'air de te remuer avant de commencer, j'ai envie je te questionne, est-ce que tu peux? Alors, le cadre, il y a d'autres règles, mais que je peux énumérer rapidement, la confidentialité, parce que venir en connaissant le menu du stage, il n'y a plus d'effet de surprise, et puis c'est pas juste. Et puis, bien évidemment, dans les stages tantramiques, il y avait cette règle auquel chacune s'engageait de ne pas passer à l'acte sexuellement, donc de pénétration de zizi dans zézette, pendant le temps des structures. En dehors, chacun est adulte, mais on met en garde habituellement, c'est ce qu'on faisait, de céder facilement à une pulsion qui peut être regrettée un peu plus tard. Donc c'est un contexte de travail, un vrai contexte de travail, psychothérapeutique et spirituel, plutôt que une salle de rencontre et de drague. En tout cas, ça n'a jamais été notre intention et ça a toujours été notre manière de poser les choses. Tu évoquais justement cette confidentialité pour que les structures ne soient pas connues à l'avance, parce qu'effectivement, si on sait déjà à l'avance ce qui va se passer, on va se préparer mentalement, on va imaginer tout un tas de scénarios, et puis en fait, on ne va pas profiter de la surprise, on ne va pas se laisser prendre au jeu, etc. Mais malgré tout, est-ce que tu peux nous dire comment tu as conçu ce premier tantra homme? Qu'est-ce que tu y as mis? Il n'y a pas que du tantra. Quelle était ton intention, en fait, dans les effets de ce stage pour les hommes? Tu l'as évoqué déjà un petit peu en soulignant qu'il n'y avait plus de nos jours de rituels, d'initiation, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a amené à constituer ce stage et à le remplir de tout ce qui est dedans? Non, alors ça me ramène à la constitution du premier programme.
je me suis trouvé audacieux de proposer ce programme parce que, bon, il y a des hommes, hein, tu es témoin de ça, qui, lors de la présentation d'une structure rapide dans le stage, me disent parfois, mais Jacques, moi je penserais qu'on allait faire ça le dernier jour. Et bon, donc ma stratégie, parce que l'homme en a besoin, c'est pas pour faire, euh, c'est pas un challenge personnel, mais c'est d'être abrupt. Et on y va, on plonge. On va à la rencontre de la vulnérabilité, on va à la rencontre de la part de féminin à l'intérieur de soi. Et pour un homme, c'est à partir de ce féminin qu'on peut étayer un masculin droit et ouvert. Et qui va plus facilement accueillir l'autre, justement. Absolument, absolument. Sinon, si le programme était conçu d'une autre manière, déjà que on le voit, quelquefois il y a des prises d'ego, il y a des remue-ménages intérieurs qui peuvent être intenses. Mais si on mettait le programme de l'autre côté, on se retrouverait avec des frictions et puis des complications très. Donc, l'homme a besoin de plonger dans sa vulnérabilité jusqu'à jusque-là, de manière après à bâtir quelque chose de fraternel. Sinon, entre hommes, on est très vite des ennemis. Bon, Dans la compétition, dans tous oui, les archétypes, les schémas qu'on connaît déjà. Et puis bon, l'homme a comme réflexe, lorsqu'il est fragilisé, de se mettre en garde. Et là, on apprend à dire oui à ce qui est, et oui avec, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être, comment va être l'autre, et ça, d'assumer cette peur, eh bien, ça ouvre la fraternité parce qu'on se rend compte que les partenaires, les uns les autres, tous dans le stage, ils vivent la même chose et que ça fait partie de la nature de l'homme. Et d'ailleurs, j'aime faire un parallèle. Bon, c'est que la fraternité, c'est quelque chose qu'on m'a rapporté. Un ancien militaire qui a fait le tantra homme m'a dit qu'il avait retrouvé la même fraternité dans le tantra homme que celle qu'il avait connue à la guerre. Je crois que c'était au Laos ou quelque chose comme ça. Bon, bref, et que il avait retrouvé cette même fraternité. Le point commun, c'est la vulnérabilité, justement. Oui, c'est d'être capable de dire à un homme, tu vois, bah, je peux chier dans mon froc de peur, bah, toi aussi, et bah, top, quoi. On est frères. On est frères, mais on va tout faire pour faire du beau. On va tout faire pour construire une relation magique. Et lorsqu'on a goûté à ça, c'est évident ça transpire de nous et on est capable de le communiquer et d'attirer. Il y a plein d'hommes qui font le tantra homme, qui me disent, en tout cas à moi, bon, je suis rentré chez moi et mes copains me disent, mais qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu es allé? Et puis les copains s'inscrivent après. La fameuse tache d'huile. Et voilà, voilà. Donc, bon, c'est un challenge. Hein. Je te dis, dès le premier stage, je savais que j'étais sur un fil et que ben, j'avais intérêt à être carré, vraiment carré moi-même, hein, vraiment bon, à tenir mon cadre et bon, à être. C'est même pas certain. Ça dépasse ça, c'est-à-dire que j'ai rien à prouver. Je ne veux pas, mais je sais que le chemin pour un homme passe par une construction de ce type-là. C'est pas en faisant 1 heure de boule le premier matin et puis le lendemain matin faire un petit peu de karaté et puis enfin que l'on va finir par en 4 jours à se sentir des hommes puissants. Parce que la puissance de l'homme,
elle vient à partir du moment où il a contacté sa vulnérabilité. C'est l'autre face de la vulnérabilité, c'est la puissance. Oui. Autrement, c'est de la force. Donc, voilà, c'est ça, on peut confondre facilement les deux, Ouais. force et puissance. Oui. Pour constituer ce fameux programme, parce que du coup, tu n'avais pas vécu toi-même ce stage, Ah, j'ai tu l'as créé, vécu. donc où est-ce que tu as été chercher comment les idées sont venues, est-ce que tu as lu, enfin, Bon, quelles étaient les sources? alors, bon, le stage a été construit en 98-99, hein, je ne sais plus, 98-99, mais moi j'ai commencé ma thérapie en 1960, en 81, pardon. 1981, 98, ça fait 17 ans. Et 17 ans où j'ai été très gourmand en stage de développement personnel. D'accord. Alors, bon, il y a des structures que j'ai héritées de ces stages. Il y a des structures, la structure c'est exercices proposés pendant le stage. Il y en a d'autres qui sont venus par créativité, tiens, ça s'adapte, ça va matcher. Et puis, j'ai lu aussi Elisabeth Badinter, XY, l'identité de l'homme. Bon, j'ai beaucoup lu sur le peu de littérature qu'il y avait sur le masculin à l'époque. Maintenant, il y a foison. Et c'est comme ça que j'ai construit mon stage, en étant bien conscient des 4 archétypes, le père, le guerrier, l'amant et le sage. Et que j'ai eu l'impression de modeler quelque chose, et en prenant le parti de commencer par la face aride. La face abrupte, pardon. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué très très vite dans les stages, quand je l'ai fait moi, notamment le Tantra Home, et puis après quand j'ai commencé à être assistant, c'est la variété dans le public qui était là, en âge, en catégorie socio-professionnelle, en, en orientation sexuelle. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là, de cet accueil? Oui, je peux en parler d'une manière très personnelle. J'ai envie d'être inclusif dans ma vie, j'ai envie d'être ouvert. J'aime l'être humain, j'aime l'homme. Je trouve que depuis que j'ai pacifié ma relation aux hommes, je trouve qu'ils sont magnifiques. Et je ne fais pas de différence entre un gamin de 25 ans, quand je dis gamin, un jeune homme de 25 ans qui se pose la question qui suis-je, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, et un cadre supérieur d'une cinquantaine d'années qui se remet en question après avoir vécu moultes aventures, autant amoureuses que professionnelles. Et au niveau des orientations sexuelles aussi, j'ai des amis qui sont gays et on vit de moments très gays justement ensemble. Bon, j'ai rien contre. Je suis pas du tout homosexuel, je suis homosensuel. J'aime bien tenir les hommes dans mes bras, un câlin, vraiment sentir leur énergie, leur vibration. J'adore ça. Mais bon, physiquement, sexuellement, j'aime les femmes, je suis excité par les femmes, je ne suis pas excité par les hommes. Bon, et je peux comprendre que des hommes soient le contraire de moi. Donc je les accepte, ils sont bienvenus. Bien que je pense qu'il y a une partie des homosexuels qui sont devenus homosexuels suite à un trauma sexuel et puis une carence de père. Et je pense que, bon, il y a bien des hommes qui ont vécu ce genre de choses, qui ont du mal, par peur de la fusion à leur mère, à aller vers les femmes. Et la peur que les hommes hétéros ont à venir dans un groupe d'hommes, il y a bien des gays, bien des hommes gays, qui ont peur d'aller dans des groupes où il y a beaucoup de femmes, tantra mixte par exemple. Et que les peurs, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez général. Je pense que lorsqu'on a une peur ou
une peur récurrente dans sa vie, il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que souvent c'est un empêchement, c'est un trauma, c'est une injonction, enfin bon bref, il y a des raisons qui font que il y a un travail à faire. Mm. Voilà, et d'ailleurs, à propos d'inclusion, j'ai eu une demande qui me ravit, là, récemment. Un petit collectif de sourds, Mhm. 5 sourds, qui veulent venir faire le stage Tantra Homme. Et donc, on est en quête d'un interprète, d'un tantrika, ayant envie de faire le Tantra Homme et en même temps faire la traduction Mm. à ce petit collectif d'hommes sourds, malentendants. Mm. Et je serais ravi que ça se fasse. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Oui, ça c'est très marquant aussi. On a euh, tous les âges, bon, tu as évoqué 25, 50, mais ça va parfois beaucoup Oui, plus loin, hein, oui, oui. 70, 80 même. Et effectivement, des personnes touchées par différents handicaps qui sont venues et qui ont fait à leur façon, à leur manière. Ça s'est adapté. Et donc là, ce public de personnes sourdes qui va pouvoir venir. Et, donc le stage va être un peu adapté pour eux. On va travailler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez enthousiasmant de se dire que voilà, tout le monde est bienvenu. Ben, ouais, et puis pour moi, c'est aussi ma contribution à une unification intérieure, une unification sociale dans le monde, et puis avec cette perspective de m'unir à un grand tout très inclusif. Mm. Ce grand tout, il nous a créés, toi, moi, les femmes, les hommes gays. Et d'ailleurs, j'aime bien souligner cette chose, c'est que souvent quand on commence les stages, euh, on se présente et je demande à ce que chacun dise son orientation sexuelle. Mhm. Et je vois déjà là des hommes qui sont un peu gênés, voire même qui cachent un peu leur orientation sexuelle parce qu'ils la prennent comme étant leur identité. C'est-à-dire, ils disent je suis gay ou je suis hétéro. Alors qu'en fait, on n'est pas notre orientation sexuelle, on est un homme. Et de dire je suis un homme d'orientation homosexuelle ou d'orientation hétérosexuelle, c'est beaucoup plus juste et cohérent avec la réalité de ce qui est. Mm. Et donc, bienvenue à toutes les facettes des hommes comme ils sont. J'ai même reçu un jour, dans un stage, un homme qui était transgenre, Mhm. qui s'était fait opérer et qui, et j'en parle dans mon livre, enfin j'en parle, mais surtout lui parle de lui dans mon Mm. livre, tous les chemins mènent à l'homme. Et bon, ça n'a pas été une aventure facile, ni pour le groupe, ni pour lui. Mhm. Et je peux le comprendre, Mhm. parce qu'il y a quand même de l'équivoque, bon, c'est pas évident. Mm. Voilà. Mm. Mais bon, ça s'est fait. Il y a une question assez récurrente autour du tantra qui, bon, alors voilà, qui bien sûr charrie tout un tas d'images, de fantasmagories, etc. Malgré tout, il y a une réalité. C'est que dans quasiment tous les stages de tantra, va être abordée la nudité. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire l'importance de cette nudité? Pourquoi cette nudité est convoquée dans le tantra et dans les stages de tantra? Mhm. La nudité physique a cette particularité de montrer l'image intime. Et que pour certains, certaines, euh, montrer cette image intime est difficile. Je connais au moins une femme qui ne peut pas se voir à poil dans une glace. Mm. Je connais des femmes qui ont du mal, lors des premiers contacts avec un homme charnel, à se mettre nues devant lui. Elles vont se déshabiller dans la salle de bain, elles vont ensuite dans le lit avec une robe de chambre, un peignoir. Et puis il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à se mettre nues, par exemple sur une plage naturiste. Il y a différents degrés de résistance à se poser en toute humilité dans son intimité, dans la vérité de son image,
dans son intimité. Et ça, c'est surtout une part du masculin de la femme qui est résistant de la sorte. L'autre résistance pour certains hommes, et ça a été mon cas, c'est-à-dire que je me souviendrai toujours de mon premier groupe de psychothérapie psychocorporelle, où à un moment, alors c'était mon premier groupe, hein, je voyais des gens craquer à droite, pleurer à gauche, et ça commençait à monter à moi. Et puis à un moment donné, ça a été mon tour, et là je me suis effondré, mais je suis parti en courant, mais vraiment en courant. Et c'était une maison, il y avait la salle qui était au rez-de-chaussée, et puis qui donnait sur un escalier, qui montait à la cuisine en haut et qui redescendait de l'autre côté. Et je suis parti en courant avec tout le groupe derrière moi et la thérapeute, parole, hein, je te jure, avec la thérapeute derrière moi. Et puis à un moment donné, j'avais pris hop, je me suis caché sous une pile de matelas. C'est-à-dire que de me montrer en train de pleurer à être dans ma vulnérabilité, ça m'était insupportable. Et ça, c'est la résistance au féminin de l'homme. Et donc, eh bien, pour certains, le job d'aller à la rencontre de sa vulnérabilité, d'oser se poser aussi, c'est un acte masculin, hein, quand même, d'oser se poser, eh bien, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et on ne peut pas, à mon avis, faire l'impasse de cela pour être en pleine possession de son féminin. De dire oui à ce qui est. Qu'on soit un homme ou une femme. Qu'on soit un homme ou une femme. Parce que certaines femmes ont aussi un problème d'accès à leur propre féminin. Mais surtout les femmes. Enfin, surtout les femmes ayant du masculin en résistance et qui n'osent pas se montrer. Je suis pas belle, qui se juge, quoi. On est comme on est. Et là, on rejoint justement la notion qu'on évoquait tout à l'heure de ce respect de soi, en fait. Oui. C'est-à-dire d'aller à cet endroit, dans cette proposition, oui. puisque ça reste une proposition, il n'y a aucune obligation, on n'est pas là avec des fouets dans les stages à dire tu dois faire ça. Mais on touche vraiment du doigt à cet endroit, à ce moment-là, ce respect de soi, c'est-à-dire de dire, de dépasser le fameux tabou, ça se fait pas, ou effectivement l'histoire de la famille, donc si on n'a pas vu ses parents nus, ou je sais pas quoi, etc. Il y a toute une image autour de la nudité en groupe, ou en tout cas en public, qui a besoin d'être dépassée à ce moment-là. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, en tout cas personnellement, j'en fais pas un challenge personnel, bien sûr. Personne ne veut pas se déshabiller, elle se déshabille pas, elle reste comme elle veut, en sous-vêtements. Bon. Mais ce que j'ai remarqué, et ça a été extrêmement percutant, le deuxième ou troisième stage qu'on a animé Tantra Mix avec Marisa. Une femme ne voulait pas se déshabiller. Ok, tu ne te déshabilles pas. Et elle a été soulagée de pouvoir dire non. Et l'exercice suivant, où il y avait encore de la nudité, elle a dit oui, et elle a complètement lâché les résistances, et ça a été pour elle un passage, un switch. De la même manière, un homme qui ne veut pas pleurer, qui reste dans sa carapace d'homme dur, le jour, et ça arrive facilement dans les stages, parce qu'il voit les autres le faire, donc il se sent lui aussi sensibilisé, et ben bon, de lâcher, de se montrer en train de pleurer à chaudes larmes, comme un petit garçon, c'est d'abord, moi, ça me touche énormément. Je trouve que bon, un homme qui pleure, c'est tellement beau. Et parce que c'est de là qu'émerge la puissance, qu'émerge la sensibilité, la vérité de l'homme. J'aime beaucoup ce mot de vérité. Et c'est vrai que je suis assez volontiers à remplacer le mot de vulnérabilité par le mot de vérité. Inch'Allah. On a parlé du cadre, on a parlé du programme. Il y a quelque chose d'assez fondamental, et notamment dans les stages pour hommes qui peuvent être remplis. Tu as une équipe, voilà. Devine. Il y a une équipe, voilà, dont j'ai la joie de faire partie. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer, nous raconter pourquoi cette équipe est là, pourquoi tu as besoin de cette équipe? Certains stages se déroulent avec juste 1 ou 2 animateurs et il n'y a personne d'autre. Là, il peut y avoir une équipe assez importante, jusqu'à 10, 11 hommes qui sont là en fonction de la taille du groupe.
Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter le pourquoi? Oui, bah, tout simplement, bon, mais ça, on le repère aussi dans les groupes de psychothérapie. On ne peut pas animer et en même temps accompagner, quelquefois. Bon, on peut accompagner quelqu'un, mais pas être partout à la fois. Et donc, lorsqu'on travaillait ensemble, Marisa et moi, eh bien, l'un préservait l'animation pendant que l'autre allait accompagner quelqu'un qui était en difficulté à droite ou à gauche. Et puis, avec le temps, les groupes augmentant, ben, il fallait aussi qu'il y ait de la matière dans cet accompagnement. Et donc, on a pris des assistants. Et maintenant, c'est vrai que, bon, même si le stage est à mon nom, c'est moi qui ai créé, bon, sauf le Théum 3 où on a été 3 à créer, mais bon, en tout cas, le Théum 1, c'est 100% de ma création, le Théum 2, c'est un tiers, et le Théum 3, c'est aussi un tiers. Et bon, j'ai besoin d'avoir avec moi quelqu'un qui puisse, en cas de besoin, prendre la suite de l'animation pour moi, aller accompagner quelqu'un de particulièrement difficile, par exemple. Et j'ai besoin qu'il y ait une équipe. Alors, plus il y a de monde en participant, plus dans l'équipe, on est nombreux. On est allé, je crois, jusqu'à 10 dans le staff, moi et 9 assistants ou 10 assistants, je ne sais plus. Et quand même, c'est une belle aventure qu'on vit ensemble. Hein. Ouais. Je trouve que ça fait combien de temps que tu es assistant, Stéphane? Ça va bientôt faire 10 ans, je crois. Ouais, 10 ans, Ouais. bon, je trouve que, bon, en plus, je t'ai vu prendre de l'ampleur. Maintenant, tu peux animer. Je te place comme mon successeur, mais aussi comme animateur. Je te donne facilement la parole pour prendre en charge les structures. Je trouve ça tellement beau. Oui, et pour moi, ce que je retiens surtout de ces équipes, c'est que c'est un espace où cette rencontre avec le tantra et le tantra homme se déploie, se nourrit aussi, de se retrouver régulièrement. On est un petit noyau qui se retrouve régulièrement. C'est un plaisir immense, en fait, de se soutenir. Alors, tu vois, il y a l'avantage à ce que ce soit une équipe avec un noyau qui est engagé dans le challenge. Le programme est connu, on sait ce qui va venir, on sait, et tout le monde sait ce qui est à faire. Et puis ensuite, il y a, même si on n'en fait pas un challenge personnel de la réussite des stages, bon, quand ça marche bien, on est tellement heureux. C'est vrai. Et bon, quand on voit ces hommes se transformer, ben, on a une petite partie qui est, bon, j'y ai participé, c'est un peu grâce à moi, quoi. Donc, oui, c'est beau. C'est plus que le grâce, c'est chouette, il y en a un de plus dans la cour de récré avec nous, quoi. Ouais. C'est un peu ce truc-là de se dire, chouette, on a réussi à faire en sorte que la confiance, que le cadre, etc., fasse que les barrières ont lâché, les résistances ont lâché, et voilà, il y a un nouveau frère, entre guillemets, qui est là. Et nous, on a vécu de la tendresse, de l'humour, parce qu'on rigole beaucoup quand même, hein, on est très... bon, et c'est tellement bon, tellement bon. Ouais. Et que c'est vrai qu'on ramène ça dans nos vies après, c'est un petit peu comme si on était dopé par chacune des animations, hein, c'est magique. Ça, c'est une grosse difficulté à laquelle j'ai vraiment été confronté et puis que j'ai vu de stage en stage. C'est qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Qu'est-ce que tu peux déjà émettre comme idée pour des personnes qui vont peut-être pouvoir faire un seul stage? Et comment faire vivre le tantra derrière? Alors, quelles sont les clés? C'est une bonne question parce que l'époque est propice. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé les premiers tantra hommes, il n'y avait pas les groupes WhatsApp, il n'y avait pas les groupes... bon, c'était des constructions très ponctuelles, mais qui ont duré dans le temps, de personnes ayant pris l'initiative de faire ce qu'on appelle des autogérés, qui se convoquaient.
des personnes voulaient pour revivre des structures de stage de tantra. Et avec les groupes WhatsApp, les liens tiennent. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, il y a aussi des structures comme les tentes blanches pour les hommes, l'équivalent des tentes rouges pour les femmes, où c'est un week-end par mois, une proposition de soirée de quelques heures où c'est très ouvert. Qui veut venir vient, qui ne veut pas venir ne vient pas, même si on est déjà venu. Il n'y a pas d'engagement et ça marche bien. Ce sont des cercles de parole, hein, essentiellement. Alors, pour préciser, c'est pas enfin, les tentes rouges, les tentes blanches, oui. on n'est pas dans le tantra, Non, à proprement parler, on est vraiment dans l'échange. Chacun s'écoute, Ouais. pose ce qu'il a à déposer. C'est des bons lieux pour les tentes blanches, parce qu'il y a des règles quand même qui sont posées de fonctionnement, mais certaines tentes blanches ont créé leurs propres règles, sont autonomes. Et ça permet d'accueillir des anciens du tantra homme qui veulent continuer le bain masculin, le bain entre hommes, c'est chaleureux, c'est super. Et puis ça permet de rencontrer des hommes qui n'ont jamais fait de travail sur eux et de les mettre en appétit. Il y a des tas d'avantages, donc c'est bien que ça se propage, oui. Donc ça, c'est dans le lien. On peut faire vivre l'expérience du tantra dans le lien. Et puis après, pour soi, qu'est-ce que tu peux conseiller pour soi, pour alimenter cette énergie, ce qu'on a pu contacter dans les stages? Pour moi, c'est la méditation, entre autres pratiquer la flûte, pratiquer la vague, c'est avoir sa partenaire qui a fait le tantra femme en face, et donc de partager du tantra ensemble, des structures de tantra mix. Quand on a fait le tantra homme, on a quand même fait une grosse part du travail du tantrika. Et bon, oui, c'est de mettre en pratique, c'est clair. D'ailleurs, si on ne pratique pas certaines méditations régulièrement, qu'on ne fait pas monter l'énergie dans les chakras, qu'on ne respire pas, qu'on ne se pose pas à l'intérieur de soi dans cette dimension du sacré en soi et de la reconnaissance du sacré chez le partenaire, ou la partenaire plutôt, on perd l'énergie. C'est-à-dire qu'un stage, ça fait monter très haut en énergie, mais tôt ou tard, l'énergie redescend. Et donc, faire un petit rappel avec un stage ou un autogéré, ça permet de remonter, de retrouver, puis hop. Mais je peux dire que perso, c'est pas que je sois à un niveau extraordinaire ou autre, mais les derniers stages de tantra auxquels j'ai participé, j'ai pas senti une telle bouffée d'air. Les stages, en tout cas, tels que tu les proposes, se passent en résidentiel. Oui. C'est-à-dire que c'est 4 jours, Oui. au même endroit. Oui. On ne rentre pas chez soi. C'est souvent loin même de la ville. Donc, est-ce que tu peux nous dire justement quel est l'intérêt de ce résidentiel? Alors, l'expérience montre, parce que là où je fais mes stages habituellement, au hameau de l'Étoile, Montpellier n'est pas très loin. Au début, on donnait l'autorisation à certains qui habitaient pas loin de Saint-Martin-de-Londres de rentrer chez eux ou d'aller chez un copain, une copine. Mais les journées sont hyper intenses. Ouais. On commence tôt le matin, à 8 h, on termine tard le soir, quelquefois minuit, 1 h du matin, avec des temps de pause, quand même, avec potentiellement une petite sieste possible. Mais donc sur le plan du potentiel d'énergie, c'est pas juste de quitter le stage et de revenir. Ensuite, se retrouver dans la même chambre pour les tantras hommes, que des hommes avec qui il y a un partage de comment tu as vécu la dernière structure, mais je t'ai vu être comme ceci, comme ça. Ça crée quelque chose, c'est comme une émulsion, comme une sauce qui prend et qui participe à
à la construction de la globalité du stage. Ça devient un ingrédient à part entière du stage. Oui, oui. Bon, ensuite, ceux qui, c'est arrivé, qui dorment à l'extérieur ou même dans un camion, tu vois, seul dans un coin. Alors bon, au hameau, ils proposent des chambres single, des chambres pour couple, des chambres mini-dortoirs, il y a différentes propositions. Mais plus on est immergé dans le collectif masculin pour un tantra homme, et plus c'est fort. Parce qu'on se rend compte que les autres sont comme nous, avec leurs nuances, mais que là où moi j'ai des difficultés, ben, l'autre ne va pas en avoir, et vice-versa, ou que la majorité a des... Bon, bref, c'est... bon, ça rend solidaire et hyper tolérant, quoi, hyper accueillant. Tu as évoqué donc le hameau de l'Étoile, Oui. Voilà, qui est le lieu de 99% des stages que tu proposes. Quelle est l'importance du lieu, justement, de la qualité du lieu? Oh ben, bon, c'est évident que d'avoir pour l'animateur une salle avec tout ce dont on a besoin sur demande, c'est-à-dire des matelas, des coussins, des paperboards, ceci, cela, c'est très confortable. Ensuite, que la nourriture soit excellente, végétarienne si on le veut, avec des régimes adaptés pour ceux qui en ont besoin, avec un couchage de qualité et approprié aux besoins de chacun, c'est évident qu'on crée le contexte pour mettre en condition, ouais, mettre en paix. Je me souviens certains stages qu'on faisait au début, qui étaient organisés d'une manière très, très, très amateur, quoi, très amatrice. Bon, bref. On mangeait mal, on dormait mal. Ben, évidemment, il y avait de l'agressivité, du transfert négatif qui partait sur le lieu. Mais ça éparpillait l'énergie, c'était dommage. Donc quand il n'y a rien à reprocher, à ce moment-là, on plonge plus profondément. On y va. Ce résidentiel prend toute sa dimension. Et il y a un lieu de qualité. Ouais. Le tantra homme 1 donc, voilà, a fait ses preuves, on peut dire, quelque part. Ça fait 30 combien ans, hein. 30 ans. Presque. Et entre-temps, donc depuis maintenant 6 ans, il y a un tantra homme 2 qui est né. Et puis depuis un an, un tantra homme 3. C'est plus que 6 ans. Hein. 6-7 ans. 2016. Oui, c'est vrai qu'il y a le Covid au milieu qui a un petit peu rebattu les cartes. Est-ce que c'était une volonté propre ou est-ce que... Enfin, je connais une partie de la réponse, en tout cas pour le Tantra Homme 3, mais j'aimerais que tu nous dises comment est né plus le Tantra Homme 2, comment est née cette première extension. Est-ce que c'est venu de toi ou est-ce que c'est venu principalement d'une demande des participants d'avoir une suite? Alors, moi j'avais envie de faire une suite, mais bon, j'ai quand même un petit peu d'âge maintenant, et même il y a 8 ans, je me disais, bon, je suis dans ma phase descendante. Et puis, parmi les participants, j'avais remarqué 2 personnalités, Mario Jacques et puis Eric, et je leur ai proposé, s'ils voulaient, de créer une deuxième saison du Tantra Homme, d'autant plus qu'il y avait de la demande. Et donc, ça a été créé en 2016, donc, la première mouture. Et puis Eric nous a quittés, et donc on continue avec Mario Jacques. Et tu t'es joint à cette équipe, il y a notre duo Mario et moi, donc on fait un trio maintenant, depuis un an, quoi, grosso modo. C'est ça, Et puis, bon, tu l'as entendu aussi en tant qu'assistant, puisque tu étais assistant en Tantra Homme 1 et Tantra Homme 2, que les participants nous réclamaient la suite. On en veut encore. et étant donné qu'il y avait du programme, il y avait des choses à proposer, le programme s'est co-construit et fonctionne bien. C'est vrai. Voilà. Mais c'est intéressant Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est justement cette demande principalement de la part des participants de continuer à explorer une fois qu'ils ont ouvert la porte. Enfin, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent dans le tantra, puis même dans d'autres
approches psychocorporelles, une fois qu'on a ouvert la porte, on n'a plus envie de la fermer, quoi, et on a envie d'aller un peu plus loin et d'en découvrir encore plus, quoi. Et il y a voilà, il y a des choses à approfondir, il y a des choses à découvrir, il y a des choses qui, bien sûr, concernent l'homme, mais concernent l'être humain. Et on peut inclure ces structures avec, qui donnent une intensité de réaction masculine, et que c'est très intéressant de voir ça. Comment tu analyses le changement d'état de ces hommes d'un stage sur l'autre, du 1 au 2, du 2 au 3? Qu'est-ce que tu vois concrètement? Quel aspect de l'homme tu vois se déplier, changer? Ouais. Alors, je dirais que le Tantra Homme 1 est initiatique, c'est rentrer dans son statut d'homme, sexué, responsable, conscient de lui-même, vertical, qui fonctionne aussi à l'horizontale. Mais le Tantra Homme 2 apporte la dimension des fonctions de l'homme, et entre autres une exploration de la fonction paternelle et un approfondissement encore du féminin de l'homme. Donc ça, c'est les 2 points, à mon avis, majeurs du Tantra Homme 2. Et puis le 3, il travaille la spiritualité, le sens, la transcendance, et voilà, je pense que, bon, peut-être qu'il y aurait un jour un Tantra Homme 4, mais bon, je pense que là, on fera venir les extraterrestres pour les animer, parce qu'on a quand même bien exploité, bien exploré la totalité de la personnalité de l'homme. Il y a un aspect justement, sur la petite partie de parcours que je fais avec toi, moi j'ai déjà constaté beaucoup de changements, mais comment tu décrirais l'évolution de l'homme en 30 ans, justement, comme tu en as quand même accueilli à chaque fois 40, 50, etc. Tu avais un espèce de panel, un panachage, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de variétés. Mais est-ce que tu as vu des grands changements, des grands pics comme ça d'évolution en 30 ans? Oui. Alors, la première chose, j'en parlais tout à l'heure, dans les Tantra Homme 1, au tout début, il y avait des histoires d'ego, il y avait des prises de bec, il y avait, même après avoir travaillé le féminin vraiment en profondeur, émergeait par les propositions qui étaient, comment dire, prenantes, hein, qui sont prenantes pour les hommes, la mise en route de la partie négative de l'ego, quoi. Et donc on a appris à cadrer. Donc maintenant, à cadrer vraiment de manière à ce que ce soit, que ça se déroule le plus en conscience possible, et que chacun puisse dire ok, lâcher. Et donc maintenant, je vois que le Tantra Homme, avec le recul, a beaucoup évolué. Et entre autres, je crois que c'est une ouverture, je dirais presque politique, prudemment, à la construction d'un monde nouveau, à partir des tripes de la personne. C'est-à-dire que si on regarde la construction du monde depuis le paléolithique, il y avait la loi du plus fort, ensuite il y a eu la loi du sang, et puis il y a eu la loi de la ruse, des affaires, la démocratie, la pseudo-démocratie, etc., etc. Et il s'agit maintenant peut-être de créer un autre monde. Et je vois qu'il y a les prémices de cela qui se mettent en place. Je suis étonné à chaque fois, maintenant, de voir les différences avec 1996 à l'an 2000. Quoi. C'est vraiment une grande transformation. Alors, le Tantra Homme 2, je dirais qu'il amène plus de conscience sociale, mais sociale, familiale, je dirais, quelque chose de plus dans les échanges. Et le Tantra Homme 3, c'est une dimension qui
se rapproche du statut du vieil homme, Le sage, le sage. du coup. On a évoqué tout à l'heure justement la façon de faire perdurer les effets du stage une fois terminé. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des témoignages, des retours, des effets immédiats de ces stages, alors que ce soit avec les compagnes ou les compagnons, avec les enfants, etc. Quel type de retour Bah, tu as? tu me poses une question à laquelle tu pourrais répondre, Moi, je peux voilà, bien je t'en sûr. prie. Bah oui, parce que c'est une évidence. Ouais. Ouais. Mm. Vas-y, tu peux en raconter. Oui, bah moi, il y a deux aspects principaux pour moi que j'ai vraiment retiré notamment du Tantra Homme 1 et du Tantra Homme 2. Il y a vraiment, chacun a eu son effet majeur, on va dire, son pic. Le premier, ça a été effectivement cette pacification avec l'homme, avec le masculin, avec la caricature de l'homme, avec ce truc un peu qui en veut, etc. Et en fait, ça m'a même permis de pacifier la relation à ma compagne, à ma femme, vis-à-vis de son propre côté masculin, en fait. Je me suis rendu compte que j'étais en compétition avec son masculin. Et le fait d'avoir travaillé ça dans le Tantra Homme 1, d'être justement, de trouver cette paix, cette relation, cette fraternité, m'a permis de calmer cet aspect-là. Donc déjà, ça a été un grand moment pour moi. Et le Tantra Homme 2, enfin le Tantra Homme 1 avait déjà ouvert cette porte-là, mais le Tantra Homme 2 m'a aussi permis de faire une grande distinction entre les fonctions de père et les fonctions de papa, qui ne sont pas les mêmes. Pour synthétiser, hein, voilà, on l'évoque dans le jeu, le père va être peut-être celui qui pose le cadre, tandis que le papa va être celui qui va être plus peut-être dans son féminin, justement. Et c'est vrai que de par mon histoire, j'avais complètement évacué le père. Je n'étais qu'un papa, un copain, et du coup, il y avait un déséquilibre complet dans l'éducation. On ne peut pas être reconnu comme père sans avoir été un vrai papa au début de la vie de l'enfant, surtout pour les fils. C'est-à-dire que bon, pour l'autorité, c'est quoi? C'est avant tout être aimé et reconnu comme étant aimant et ayant une parole juste et pleine d'expérience. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui confondent autorité et décision autoritaire, et ça n'a rien à voir. Et donc je crois que les hommes ont ce travail d'abord de se ramollir dans un sens positif, puis ensuite de se reconstruire avec cette possibilité. Moi, j'ai eu des retours d'hommes qui m'ont dit que dans leur travail, ils s'étaient sentis beaucoup plus reconnus après les stages parce que ils avaient remodelé cette personnalité. Ils n'étaient pas cassants, directifs. Ils devenaient compréhensifs, accueillants, Oui, prenant en compte l'autre. on peut tricoter les deux aspects, Et du voilà. coup, mélanger les deux qualités. Même dans le papa, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que moi, je me suis rendu compte que même si j'étais moins le père, donc cadrant, et plus le papa, mais c'était un papa copain. Il y avait même l'aspect émotionnel était en fait bloqué. Et effectivement, le fait de pacifier avec les hommes, etc., m'a aussi permis de débloquer cet aspect-là et d'être plus facilement à même de partager mes sentiments, de prendre mes fils dans les bras. C'est quand même quelque chose, jusqu'à une certaine génération, qu'on n'a pas connu, qu'on a très peu connu ou pas du tout. Et on se retrouve complètement handicapé par rapport à ça. Et là, le fait de vivre ça en sécurité dans le stage, effectivement, m'a permis, moi, après, derrière, de pouvoir prendre mes fils dans les bras, sans qu'il y ait d'autres Mon projections. frère, qui est mort maintenant, quand il disait bonjour à ses fils, il avait 2 fils et une fille, c'était pas la bise, c'était poignée de main. Et les contacts avec mon père, pour moi c'était un ennemi, mon père, mais c'était pas de mon fait. C'était parce que il avait créé, généré, et donc j'étais en guerre contre lui, en lutte contre l'autorité, j'ai dû pacifier tout ça. Et bon, je pense que un tantra homme, bien évidemment, apporte cette qualité de dire oui à l'homme et ne pas être méfiant avec lui.
si on ne touche pas ces enfants, ils ne seront pas touchés dans le cœur par ce que l'on met. Et donc il faut commencer par le physique, vraiment, mais l'écoute et puis être en amour. Ouais. Et là, l'autorité peut se poser. Exactement, mais avec justesse. Du coup, pas dans cet aspect que tu décrivais tout à l'heure, un truc un peu péremptoire, un peu autoritaire, bêtement autoritaire. On a ce truc qui peut se tricoter, qui peut s'aménager, se tramer, et donner quelque chose de sécurisant, et en même temps qui contient et qui est aimant. Enfin, tout est là, quoi. Voilà, c'est un challenge que que je suis heureux d'avoir relevé, fait évoluer, et partagé, co-construit, et j'espère que ça monte, mais aussi La tache d'huile oui, va s'agrandir. que ça s'étende. J'aimerais bien que tu nous parles de l'intérêt justement d'un groupe, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur en fait. Quand il y a des entretiens d'inscription, oui, on est combien alors, il y a les deux aspects, c'est-à-dire qu'un petit groupe peut faire peur parce que du coup, on est très proches les uns des autres, et, voilà. Alors qu'avec un grand groupe, bon, on peut se planquer, mais en même temps, ça peut faire peur, toute cette masse. Quelle est ta position par rapport à ça? Bon, moi je suis OK avec les petits groupes, les moyens groupes et les grands groupes. Mais ce que j'observe, c'est que les petits groupes euh, prennent moins de temps. C'est-à-dire que la même structure proposée dans un grand groupe va prendre plus de temps. Donc, on peut faire plus de choses dans un petit groupe, mais pas avec la même énergie. Et l'énergie est fondamentale. Et quand il y a un grand groupe, quand il y a 30, 40 hommes, 50 hommes qui ensemble font une méditation dynamique avec de la puissance, tu peux lâcher ton énergie à fond parce que tu te sens aussi porté par l'énergie à côté. Donc ça, c'est quelque chose qu'un petit groupe ne permet pas. Donc il y a un groupe moyen est très bien, mais à certains moments, c'était difficile de dire non à des demandes. J'avais des listes d'attente pour l'inscription. Et puis, bon, pouvant accueillir 40, 50 hommes, je l'ai fait et je suis prêt à le refaire. Je trouve que c'est une belle aventure à vivre nombreux. Mais qu'est-ce que tu peux répondre à des hommes ou des couples, puisqu'il y a les tantra couples, quand il y a vraiment cette peur qui monte, et dire oui, mais alors, si on est beaucoup... Alors j'ai oublié de dire une chose, c'est que le travail sur l'identité masculine, tel que je le propose, avec la profondeur qui est là, ne peut pas se faire en individuel. Parce que on ne peut pas être impliqué en étant thérapeute. Il y a besoin de tiers. Et donc, que ce soit d'ailleurs un travail tantra mixte ou un travail tantra homme, et qu'il est important donc qu'il y ait du monde, ne pas être seul ou être à deux seulement avec un thérapeute. C'est ce que je pense. Même pour une thérapie de couple, c'est bien de faire une thérapie de couple de groupe. Ensuite, il y avait un autre aspect de ta question qui était... justement, qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui ont peur de cette masse groupe? Qu'ils aillent voir leur peur. Encore une fois, une peur, si elle est là, il faut aller voir pourquoi elle est là. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de se faire écraser, de ne pas avoir la parole, ou bien alors est-ce que on a peur de la violence des autres? Je veux dire, si c'est une phobie, il faut aller voir derrière. Il y a peut-être quelque chose d'hyper important à lâcher, de manière à se sentir bien en traversant la place de la Comédie à Montpellier, en ayant plein de monde autour. Je veux dire, le groupe, c'est un petit peu comme je dirais un pétard ou
tu as une étincelle, tu peux te contenter d'une étincelle et dire oh, l'expérience est forte. Mais si ça se propage et que ça explose d'une manière contenue, hein, bien évidemment, c'est waouh, puissant et transformateur. Il y a plein d'hommes, vraiment plein d'hommes qui ont vécu la révolution de leur vie avec un tantra. Ouais. Bon, je suis étonné, mais bon, je peux le dire réellement, les yeux dans les yeux. Avec cette taille de groupe, il y a quelque chose d'important aussi, en tout cas de mon point de vue, c'est justement cette variété, c'est qu'on va pouvoir rencontrer l'homme sous plein de facettes en fait. Et c'est vrai que si on est que 2 ou 3, ça va être un peu l'échantillon, il n'est pas forcément très représentatif. Et que ce soit du mix, du couple ou du tantra homme, c'est le gros intérêt de cette taille de groupe, c'est que voilà, on a de la variété. Et on peut aller se frotter à autre que soi. À chaque fois, si on a peur de rencontrer l'autre ou les autres, à chaque fois, le challenge est reposé à chaque rencontre ou chaque exercice. C'est un très bon travail sur soi pour se rendre compte que je passe très bien avec les autres, et puis les autres, ils sont sympas, je les aime, ils m'aiment, et ça change la vision sur le monde. C'est comme ça qu'on le fait, par l'expérience. Par l'expérience, ouais, c'est ça. Tu as écrit et coécrit trois ouvrages et un jeu de cartes qui sont là. Est-ce que tu peux les évoquer? Il y a eu d'abord ce livre, le Tantra Horizon sacré de la relation avec Marisa Ortolan. Oui, tout à fait. Alors qui n'existe plus sous cette forme maintenant, qui est en poche pour l'instant. Il est en livre de poche. Ou en numérique d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu peux nous faire l'article? Il est paru en 2005. On a commencé en 2016 à animer donc ensemble. On faisait des conférences. Et puis au bout d'un moment, on s'est trouvé intéressant. Donc on s'est dit on devrait s'enregistrer. Donc on s'est enregistré. Et puis on a donné la totalité des textes à quelqu'un qui nous a tout mis sur papier. Enfin, moi, c'était pas un dactylo, mais bon. Et puis, à partir de là, on a coécrit ce livre, Marisa et moi. Il y a une partie que j'ai écrite, une partie qu'elle a écrite, chacun sur soi. Et puis ensuite, on a toute la partie où on parle du tantra, mais aussi de la relation homme-femme. Bon, avec nos sources d'inspiration de l'époque, notre expérience. Voilà. Bon, c'est un livre qui a été édité, réédité, réédité. Maintenant, il n'y a plus que le livre de poche qui... et le numérique. Et le numérique. Alors ensuite, je me suis lancé dans la création d'un jeu de cartes, les cartes de l'homme nouveau. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu que les femmes étaient très friandes d'un jeu qui s'appelle Féminitude, qui a été conçu et écrit par Monique Grande. Et je me suis dit, il manque quelque chose pour les hommes. Et donc, je me suis attelé à la création de ce jeu, qui, au fur et à mesure de sa création, s'est avéré être assez universel. C'est-à-dire que, bon, c'est les cartes de l'homme nouveau, mais c'est aussi de la femme nouvelle. Ça concerne les femmes. Mais avec un regard d'homme qui analyse la structuration de la personnalité et puis ses effets comportementaux. Voilà, c'est une grande, grande aventure pour moi qui a été vraiment extraordinaire. J'ai cru finir par être éveillé en l'écrivant. Et d'ailleurs, j'en parle c'est un enchaînement excellent. Fabuleux. J'en parle dans l'autre ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle Tous les chemins mènent à l'homme, où je parle de mon histoire de vie, qui me paraît maintenant très lointaine, qui quelquefois me dit, mais tu te rends compte? Je me dis, j'ai vécu ça, mais bon, j'ai l'impression que c'est presque quelqu'un d'autre et que ma vie est bien différente de ce que j'ai posé au départ dans ce livre.
Alors, vraiment, je me mets à poil dans ce livre, hein. C'est-à-dire que D'où la couverture. ouais, je raconte ce que je suis, ce que j'ai vécu, sans pudeur et vraiment, euh, peut-être un peu trop, je sais pas. Et toujours est-il que même je parle de la création des cartes de l'homme nouveau dans ce livre, puisque des synchronicités absolument incroyables me sont arrivées dans ma vie. C'est pour ça que j'ai pu traverser les épreuves que je raconte dans ce livre, être ce que je suis, et puis il y a eu un clin d'œil aussi très important à partir de la création des cartes de l'homme nouveau. Voilà. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton livre, c'est justement ce mélange euh, parcours pro, parcours perso, en fait. Mm. L'un étaye l'autre, il y a vraiment une réponse entre les deux. T'as pas juste raconté qui tu es, mais il y a vraiment tous ces témoignages, parce qu'il y a des témoignages d'hommes qui ont fait le tantra, dont cette personne transgenre notamment. Ça appuie et on comprend que ton parcours a nourri ta proposition et que la proposition a rencontré vraiment des personnes, etc. Enfin, c'est ça qui est très intéressant, ça se mélange bien, je trouve. Ce que je peux dire, c'est que ce livre, je l'ai écrit aussi à la demande d'Yves Michel, le patron des éditions Le Souffle d'Or, parce qu'il n'y avait pas de livre, ou peu de livres écrits sur le masculin. Et pendant un an, oui, une bonne année, j'ai galéré parce que j'ai commencé à faire de la théorie. Et donc, je suis pas théoricien, c'était difficile pour moi, et puis c'était difficile à lire, c'était chiant. Et lorsque j'ai commencé à raconter mon histoire et à l'analyser ensuite, mais l'analyser d'une manière qui n'est pas une analyse chiante, enfin je crois pas. Je suis pas mon propre lecteur, donc, mais en tout cas, j'ai mis 4 ans à le rédiger. 4 ans. Chaque livre, ça a été 3 ou 4 ans, voire même 5 ans pour les cartes de l'homme nouveau, à arriver à terme. Et j'ai toujours, enfin, j'ai tout fait pour que les cartes de l'homme nouveau soient accessibles et compréhensibles par tous. Voilà. Merci Jacques. Avec grand plaisir, Stéphane. Et puis à bientôt, en Ben, 2025 et au-delà. avec plaisir à d'autres moments d'interview comme cela. Et puis, ben, à tout bientôt Et dans dans les les stages. stages. Eh Voilà, ouais. c'est ce que j'allais dire. Vivement qu'on accueille plus d'hommes et de couples aussi. À Ah oui, il y bientôt. a les tantra couples. Il y a les tantra couples, très important. À bientôt. À bientôt.